Bonsoir, merci de suivre ce live spécial ce soir consacré à l'ESPEM, le programme post-bac du groupe EDEC. Alors pour nous parler de l'ESPEM, nous recevons ce soir Bernard Curzi qui est directeur du programme ESPEM à Nice. Merci d'être présent et de répondre aux questions de la rédaction et des internautes qui ont déjà posé de nombreuses questions puisque nous n'avions pas eu l'occasion de nous voir la fois précédente. Hélas. Plusieurs questions sont relatives au format de votre programme dont on rappelle qu'il est intégrable principalement par concours pass. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Vous êtes sur un format en 4 ans. Alors, est-ce que ce format correspond vraiment encore à quelque chose aujourd'hui, puisqu'on parle essentiellement du LMD, licence, master, doctorat? Question classique. Habituelle, classique. Non, on se tient à notre format en 4 ans. Je trouve qu'il y présente un certain nombre d'avantages que je voudrais rapidement ici présenter. Qui nous dit d'abord qu'après le parcours ESPEM, on ne poursuivrait pas ses études? Aujourd'hui, la poursuite d'études après le diplôme de l'ESPEM, qui est reconnu et visé par l'État français, à Master 1, donc à Bac plus 4, autorise une poursuite d'études. Les statistiques montrent aujourd'hui 53%, probablement plus encore cette année. Nos bons étudiants, ceux qui auront performé sur la 4e année par exemple, pourront poursuivre leur cursus à l'EDEC ou ailleurs, dans d'autres grandes écoles ou universités. Et elle est bien là la richesse du 4 ans. Vous permettre soit de démarrer votre carrière professionnelle après votre programme ESPEM, en France ou à l'étranger, beaucoup plus facile d'ailleurs sur ce format à l'étranger, ou alors de poursuivre vos études. Alors, autre réponse qui peut être faite quand on parle des programmes en 4 ans, c'est que c'est aussi un format international. Tout à fait. Tout à fait. Donc avec une forte dominante internationale, ce qui explique parfois que ça soit en 4 ans parce qu'on est sur des cursus internationaux. La norme, effectivement, à l'étranger est une norme en 4 ans. L'autre avantage tout de même, si nous étions sur un format en 3 ans, nous ne pourrions avoir d'accords internationaux. Parce que nos universités partenaires s'intéressent à lier un partenariat d'échange académique avec nous dans le cadre effectivement d'un format à minima de 4 ans. Alors on reviendra sur l'international parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Plusieurs questions qui vous sont posées sur la différence finalement de programme, voire même ce que l'on fait après, entre finalement votre programme qui est en 4 ans après le bac de l'ESPEM, dont on rappelle qu'il est à Lille et Nice, et finalement le programme de l'EDEC qui peut être accessible soit après une prépa, soit en admission sur titre, qui est fondamentalement la différence. Fondamentalement, vous avez ici dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe EDEC, une mosaïque de programmes. L'ESPEM est un diplôme d'école de commerce, celui de l'EDEC, accessible à post-bac en 4 ans. L'EDEC est un programme dit de grande école, accessible après classe préparatoire, donc après concours classe préparatoire, et qui, au bout des 3 ans, vous décerne le grade Master 2, celui du diplôme de l'EDEC. Donc fondamentalement, nous avons 2 offres différentes, l'une à post-bac, l'autre après classe préparatoire, le tout étant régi par un même groupe, autorisant donc des passerelles de l'ESPEM vers l'EDEC. Alors ça c'est le niveau d'accès, on peut imaginer évidemment que ça se traduit par des différences pédagogiques importantes pendant la scolarité. Importantes, pas vraiment, de niveau certainement, mais importantes non, parce que le corps professoral est exactement le même entre l'EDEC et l'ESPEM. Donc on baigne dans un environnement académique qui est régi, qui est organisé par les mêmes professeurs. Ensuite, bien entendu, on a des filières différentes, on a des spécialisations différentes. Le programme de l'ESPEM ayant une démarche à la fois académique mais très opérationnelle, très terrain, le programme de l'EDEC étant à portée beaucoup plus académique. Mais sur des matières communes, les professeurs peuvent être ceux, évidemment, de l'EDEC. Exactement, exactement. Il n'arrive pas une semaine sans qu'un diplômé de l'ESPEM se trouvant dans le programme de l'EDEC retrouve finalement quelques points de cours qui étaient familiers en 4e année, par exemple. Alors, puisqu'on est sur la comparaison finalement rapidement entre les programmes et après la sortie du programme, est-ce qu'il y a une grande différence dans les métiers qui sont exercés, dans les évolutions de carrière ? Alors, je parlerai plutôt sur l'évolution de carrière. Il est évident que lorsque vous êtes diplômé de l'EDEC programme Grande École, vous aurez une carrière qui sera beaucoup plus forte, particulièrement sur le top management et peut-être également sur l'international. Les statistiques nous montrent cependant que passé 10-15 ans, à poste égal, pour une recherche, une candidature d'un même poste, là on peut avoir un jeu de concurrence où se retrouvent les EDEC et les ESPEM. Donc je dirais que pour l'EDEC, c'est un démarrage de carrière beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant.
Alors, on a plusieurs questions sur la manière dont s'organise votre cursus en 4 ans. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent les 4 années et quelle est la part de l'internationalisation dans votre cursus? Vaste question, donc je vais prendre un petit peu de temps. Alors, on a bien entendu le même programme à Lille et à Nice. Alors, c'est une question, vous avez demandé quelle est la différence entre les deux campus. Comment choisit-on entre Lille et Nice? Il n'y en a pas. On choisit le campus de rattachement. C'est une question que j'ai vue également sur votre site. En fait, je choisis, moi, en tant que candidat, mon campus de rattachement. Ensuite, nous avons exactement le même programme, hormis pour la 4e année, parce que la 4e année, nous avons voulu spécialiser nos campus et avoir un certain nombre de programmes que je vais trouver sur le campus de Lille et d'autres spécifiques au campus de Nice, autorisant ainsi un étudiant qui ne trouverait pas sa spécialisation sur son campus d'origine de pouvoir demander un transfert. Donc on peut bouger de Lille à Nice et inversement? Oui, sachant que les 2 premières années sont strictement égales, puisque là, nous avons un cycle dit d'enseignement des fondamentaux qui est en tout point identique entre les 2 campus. Alors ça, c'est pour l'organisation des 4 années. Quelle est la part d'internationalisation du cursus? Alors, l'international, depuis maintenant quelques années, on a accentué cette dimension, puisque un étudiant SPEM qui voudrait avoir une carte internationale et qui voudrait internationaliser son CV, dès le 2e semestre de la 2e année, peut partir en échange académique. Il peut ensuite effectuer un stage à l'étranger. Et quand il revient, durant ces années 3 et 4, il peut suivre une toute nouvelle filière que l'on a ouverte l'année dernière, qui s'appelle la filière International Business Track, et qui permet, avec le renfort d'une cohorte importante d'étudiants étrangers, ceux-là même qui nous viennent des universités partenaires, de baigner dans un environnement où tous les cours sont donnés en langue anglaise. Donc dès le 2e semestre de la 2e année, vous pouvez être sur l'international. Je rajoute bien entendu les échanges académiques 6 mois ou 1 an, y compris avec double diplôme pour certains en 3e année. Alors, puisqu'on parle diplôme et accréditation, Charlotte vous demande, c'est quoi les accréditations EQUIS et AACSB? Pourquoi c'est si important pour vous? Est-ce que c'est le gage d'une bonne formation? Est-ce que ça signifie que la formation est reconnue par l'État? Non, alors, pour EQUIS et non, AACSB. non. J'avais vu la question de Charlotte, très intéressante. La question du visa, de la reconnaissance par l'État est effectivement primordiale, ce n'est pas le sujet ici. Considérons que EQUIS et AACSB, ce sont les 2 accréditations internationales, EQUIS pour l'européenne, AACSB pour l'américaine. C'est un peu l'équivalent de la norme ISO qui qualifie les grandes institutions d'enseignement supérieur. Alors pourquoi c'est important d'avoir cela? Je suis demain diplômé de l'ESPEM, je suis diplômé de l'EDEC, exactement la même interrogation. Je me présente à un recruteur ou je me présente demain dans le cadre d'une formation à l'international, mais à l'étranger. Je n'aurai peut-être pas en face de moi un interlocuteur qui connaîtra le programme ESPEM ou qui connaîtra la marque EDEC. Par contre, si j'adjoins à ce programme les labels EQUIS et ECSB, qui sont les standards internationaux, là, oui, j'ai cette reconnaissance internationale. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, on a tout intérêt à jouer non plus seulement les classements français, mais les classements internationaux. Alors, puisqu'on parle toujours d'international, David vous demande de vous étendre un petit peu sur les partenariats internationaux que vous avez et quelles sont les possibilités de double diplôme. Cela étant, on ne va peut-être pas les citer tous. Non, on ne va peut-être pas les citer tous. Aujourd'hui, on a à peu près 90 contrats de partenariat avec des universités étrangères. Alors aussi bien en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. De plus en plus maintenant en Chine, en Corée, aux États-Unis. Et on a des doubles diplômes, particulièrement axés sur le Royaume-Uni, quelques-uns en Pologne. Ils ne sont bien entendu pas une majorité parce que c'est un programme sur 1 an. Donc c'est effectivement un petit peu plus long. Mais nous avons des accords de double diplôme qui permettent donc à un étudiant, très vite, dès la 3e année, d'avoir un diplôme bachelor acquis à l'étranger. Diplôme bachelor de l'université partenaire qui lui sera remis lorsqu'il sera diplômé de l'ESPEM, l'un entraînant l'autre. Alors, on parle de l'internationalisation du cursus sur le fait de partir effectivement à l'étranger. Qu'en est-il de l'internationalisation finalement des promotions? Quand vous êtes à Nice ou à Lille, quelle est la part d'étudiants internationaux sur place? Je prenais l'exemple tout à l'heure des programmes International Business Track en SPEM 3 et en SPEM 4. Nous avons très peu d'étudiants visitants, soyons clairs, en première et en 2e année, parce que ces programmes n'intéressent pas nos partenaires. Donc nos partenaires vont plutôt voir et considérer avec valorisation pour eux nos programmes internationaux. Et donc là, en SPEM 3 et en SPEM 4, sur les filières internationales que je citais, la proportion est de l'ordre de 80% d'étudiants étrangers. Alors concernant le programme international qui est complètement en anglais, on vous demande quel est le niveau finalement d'anglais demandé et comment est-ce que vous vous aidez
à améliorer les la compétences question en anglais? Alors j'imagine bien, il est évident que le niveau en anglais est d'importance, mais nous aurons vu au cours des années 1 et 2 quel sera le niveau d'anglais de nos étudiants. Donc à partir de là, on peut d'ores et déjà lui dire qu'il peut présenter sa candidature dans le cadre de cette filière. Il n'y a pas d'examen, c'est simplement un niveau d'anglais qui est requis. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit pour rentrer dans cette filière ou pour améliorer son niveau d'anglais, non seulement nous avons un certain nombre de cours, mais nous avons surtout un laboratoire de langue qui permet en permanence de poursuivre l'apprentissage, mais cette fois-ci en one-to-one devant un professeur. Vous parlez d'apprentissage, Mathilde, ça n'a pas forcément de rapport, mais Mathilde vous demande si on peut faire une partie de votre parcours en alternance. La réponse est oui, donc c'est ce qu'on appelle la filière apprentissage qui existe sur notre campus de Lille pour les années SPEM 3 et SPEM 4. Donc un étudiant par exemple niçois, vice-versa pour d'autres spécialisations, hein. Un étudiant niçois qui voudrait suivre la filière apprentissage pourrait donc demander à être transféré sur le campus de Lille pour sa 3e année. Et voilà, quel est le rythme de l'apprentissage? Une semaine de cours par mois sur le campus et 3 semaines en entreprise. Et les places sont limitées ou c'est en fonction du nombre d'entreprises finalement disponibles? Non, non, les places sont forcément limitées puisque cela dépend d'une règle de quota que nous impose le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui, bien entendu, par le truchement du versement de la taxe d'apprentissage, régit le nombre de candidats que nous acceptons dans cette filière. Alors de fait, comment vous sélectionnez les candidats qui souhaitent faire alternance? À partir du moment où vous avez votre contrat avec une entreprise, donc un contrat d'apprentissage, eh bien vous êtes de fait accepté. C'est donc un processus qui se mature non pas à l'été entre votre 2e et votre 3e année, mais qui doit se préparer en amont. Bon, on peut supposer que l'école aide aussi à trouver bien entendu, avec une base de données qui permet une mise en contact entre entreprises et étudiants. On a parlé tout à l'heure effectivement de différences potentielles entre les programmes de l'EDEC et de l'ESPEM. En termes de campus, finalement, les campus sont complètement mélangés, c'est-à-dire que les étudiants espémiens croisent sur l'EDEC en permanence. Comment ça se passe concrètement? Alors, sur Lille et sur Nice, oui. Avant, sur Lille, nous avions 2 sites qui étaient clairement distincts. Aujourd'hui, que ce soit sur Nice, que ce soit sur Lille, les populations étudiantes sont effectivement mélangées. Elles partagent le même environnement, les mêmes salles de cours et les mêmes facilités. Thomas, qui a dû regarder ou lire vos paquets d'informations, vous demande de vous expliquer un peu plus sur ce que sont les ateliers projets. Alors l'atelier projet, c'est un programme de première année. Alors ça nécessite tout de même quelques explications. On aime bien les profils entreprenants, les profils audacieux. Donc considérons qu'un atelier projet, c'est un groupe de 4, 5, 6 étudiants encadrés par un professeur sur toute la première année, dont l'objectif est de mener à bien une manifestation, un événement, de créer un produit. Donc dans cet atelier projet, il y a une dimension managériale, entrepreneuriale, avec la nécessité de trouver du financement, de communiquer avec les institutions partenaires, de communiquer avec la presse. Et donc c'est un petit projet à l'image de ce que peuvent faire des étudiants de première année, mais qui déjà en termes de maturité leur permet de mettre à profit non seulement leur talent, mais également les enseignements reçus. Une des qualités qu'on prête souvent aux écoles de management, c'est justement la proximité avec les entreprises. Donc un enseignement qui est vraiment en prise avec les réalités et les besoins du recrutement. Comment ça se traduit à l'ESPEM, cette proximité avec les entreprises? Permanente, que ce soit par le jeu des stages bien entendu, mais je pense que là c'est un lieu commun. On va multiplier en permanence les forums métiers, on va multiplier en permanence les forums des stages, les rencontres thématiques avec des entreprises. Bref, on va faire en sorte que régulièrement tout au long de l'année, un étudiant qui s'intéresse à un domaine précis voit des entreprises, voit des recruteurs, voit des diplômés. La relation que l'on entretient avec les diplômés, c'est une relation vertueuse puisqu'ils concourent au succès de notre démarche en étant présents dans nos dispositifs. Donc, que ce soit avec les diplômés, les entreprises, un étudiant va toujours avoir la possibilité de croiser des entreprises pour simplement connaître un métier, mais peut-être aussi discuter d'une mission avec un recruteur ou un diplômé. Alors, justement, vous insistiez tout à l'heure sur les anciens, l'importance des anciens finalement dans le réseau. Mais alors, quand on est diplômé de l'ESPEM, c'est le réseau des anciens espémiens ou c'est le réseau de tous les anciens du groupe EDEC? Alors, les deux, c'est-à-dire que dans tous les cas de figure, nous avons bien entendu un annuaire des anciens SPEM, mais on a surtout l'annuaire le plus global qui regroupe à la fois les EDEC d'un côté et les SPEM de l'autre.
Pourquoi je parle d'une force globale? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons ce que l'on appelle par exemple des ambassadeurs, qui sont des responsables EDEC ou ESPEM implantés dans un pays, implantés dans une ville, et qui se chargent de créer cette dynamique des anciens du groupe EDEC sur un lieu donné. Donc on a effectivement des annuaires distincts, mais fondamentalement, on a cette force du réseau dans son ensemble. Pour revenir à la pédagogie, tout à l'heure, vous parliez des spécialisations qui étaient accessibles sur chacun des campus et qui étaient différentes, qui permettent de basculer d'un campus à l'autre. Donc Kian vous demande, mais quelles sont ces spécialisations? Alors, prenons un exemple très simple, ou même deux. On a sur Lille en 4e année, donc on a bien compris que c'était la 4e année qui se voulait un peu différenciante. Donc on a par exemple sur Lille un programme qui fait 150 heures, qui s'appelle Retail Management, donc la grande distribution. Pourquoi? Parce que la facilité des grandes entreprises, des contacts et des stages. À l'inverse, sur Nice, on trouvera davantage des spécialisations comme luxe, tourisme ou encore e-commerce et business. Donc on a vraiment voulu garantir à un étudiant qu'un certain nombre de programmes dits de niche soient proposés sur le campus le plus approprié, libre ensuite à chacun de changer de campus s'il le souhaite. Alors ces spécialisations sont très en phase avec le milieu économique. Vous parliez du luxe. Oui. Il y a une grande demande aujourd'hui sur le luxe, donc vous êtes particulièrement en relation avec les entreprises du luxe. Exactement, avec la portée que représentent les grandes enseignes, que ce soit en retail, que ce soit en luxe ou en banque et marché financier, sur ce que l'on peut apporter aux programmes et aux étudiants comme offre de stage. Oui, donc là, la part des entreprises est forte, y compris, j'ouvre une petite parenthèse, avec ce qui est très très séduisant pour les étudiants, des challenges d'entreprise. On en a fait par exemple quelques-uns, que ce soit des challenges Air France, Boulanger ou Michel Augustin, qui directement au cœur de l'action donnent un cahier des charges à nos étudiants, un cahier des charges réel, qu'ils doivent bien entendu assumer et présenter ensuite pour espérer avoir une note. Vous avez parlé tout à l'heure de la proximité des entreprises. Dans les écoles de commerce se développent beaucoup, même si elles ont de bons taux d'intégration professionnelle, beaucoup développent des sessions d'employabilité pour définir son projet, pour mieux comprendre le monde du recrutement, parce qu'on peut avoir été un élève brillant, avoir des projets, et pour autant ne pas être à l'aise dans un entretien de recrutement. Est-ce que vous développez toutes ces phases finalement pour aider l'étudiant à intégrer Dès la première année. C'est ce qu'on appelle chez nous le Career Center, mais en lien avec l'association des anciens qui travaillent intelligemment. Moi, j'aime bien employer l'image suivante, que j'emploie systématiquement, donc on me pardonnera pour celles et ceux qui la connaissent de la citer ici. Moi, je considère qu'un jeune qui vient chez nous à post-bac, honnêtement, il vient chez nous probablement parce qu'il ne voulait pas faire médecine ou architecture, donc c'est déjà un premier pas. Ensuite, lorsqu'on lui demande de définir un projet, là ce sera vague. Et j'aime bien dire qu'un jeune que l'on intègre en première année, c'est un jeune qui vient avec une toile parfaitement blanche, et on va dessiner avec lui tout au long des 4 années des touches de couleurs correspondant à ses passions, à ses motivations, à ses centres d'intérêt pour un cours, pour un stage. Et au final, en 4e année, on aura un tableau qui correspondra vraiment au profil professionnel et personnel de notre étudiant. Alors, pour conclure peut-être sur ce chapitre de l'emploi, on a Rachid qui vous demande « Que deviennent les diplômés? Ont-ils des parcours intéressants ?» Oui, on suppose que vous allez nous dire qu'ils ont tous des parcours intéressants. Écoutez, je ne pourrais difficilement pas vous dire le contraire. En plus, on en a quelques milliers. Non, je vais prendre simplement 2 exemples, puisque nous avions nos remises de diplômes ESPEM ce samedi à Nice, il y a 15 jours sur Lille. Commençons par Lille. À la fois le directeur, le responsable, le président de l'association des diplômés, qui était le parrain de la promotion Lille il y a 15 jours, c'est un jeune homme qui est aujourd'hui directeur financier du groupe Bull et qui est directeur général Bull pour la Belgique et le Luxembourg. Mon parrain de promo ESPEM Nice samedi dernier. C'est un homme qui est aujourd'hui basé à Sao Paulo et qui dirige la société CMA-CGM, le grand transporteur mondial que l'on connaît, le 3e mondial, et qui est le patron Amérique du Sud. Bon, on espère que ces quelques exemples auront éclairé. Je pourrais vous en citer d'autres. On imagine qu'on pourrait y passer une heure entière. Facilement. Bon, on a parlé d'emploi, on a parlé de pédagogie, mais il faut rentrer à l'ESPEM. Niveau d'accès premier, le bac, et surtout le concours passe. Le concours passe ou le dossier. Depuis maintenant 2 ans, on veut attirer ce que l'on appelle les bons candidats sur dossier. Alors, un bon candidat pour nous, c'est quelqu'un qui aura à minimum 13 de moyenne en classe de première et en classe de terminale, parce que l'envie que nous avons, c'est d'envoyer un signal aux très bons étudiants pour leur dire « Venez à l'ESPEM, vous correspondez au profil que nous recherchons ». Ensuite, bien entendu, au sens le plus large, tous les étudiants qui se présentent au concours passent et qui doivent, bien entendu, satisfaire les épreuves.
Alors, si on revient sur le mode de sélection par dossier, le dossier, c'est quoi? C'est les notes de première, c'est les notes Ce de sont les terminale. notes. On remonte jusqu'aux notes de première? Notes de première et de terminale en faisant une péréquation entre les établissements scolaires de manière à éviter, bien entendu, qu'il puisse y avoir quelques dissonances. Donc là, on a des principes de réajustement qui sont clairs. Mais c'est vraiment ce signal-là. Et un étudiant qui ne serait pas admis via son dossier est basculé automatiquement sur le concours passe. Donc là, l'étudiant, enfin le terminal, envoie son dossier et vous faites une réponse par écrit rapidement? Très rapidement, 3 semaines, 1 mois plus tard, de manière à ce que l'on qualifie bien entendu son dossier avec l'ensemble des dossiers. Parce que la contrainte que nous avons, nous, c'est bien entendu de respecter le quota que nous impose le ministère. On ne peut pas faire rentrer 90% d'étudiants sur dossier. Vous motivez votre refus quand c'est sur dossier? Tout à fait. À partir du moment où nous avons des résultats qui ne sont pas probants, qui ne correspondent pas aux critères que nous avons nous-mêmes actés avec notre ministère de tutelle, oui, le refus est motivé. Mais s'agit-il d'un refus? Non, simplement d'un refus par le biais de ce canal-là. Ensuite, on bascule sur passe. On précise tout de même que vous êtes en dehors du process APB. Donc, sur dossier, on va dire pour les terminales les plus brillants. Et puis, concours passe. Qui est la voie d'admission finalement la plus commune. Tout à fait. On rappelle que le concours passe réunit finalement l'ESPEM, Lille et Nice et un autre groupe d'écoles. Voilà. Alors comment ça se passe au concours passe? Alors le concours passe, c'est sur l'ensemble d'une journée, à la fois des épreuves écrites et des épreuves orales. Alors les épreuves écrites sous la forme de QCM pour mesurer, je dirais, votre capacité à vous exprimer, votre sens logique, bien entendu également votre connaissance des langues, que ce soit première langue, l'anglais et deuxième langue. Et puis surtout, je dis surtout parce que l'exercice de style est souvent redouté par nos candidats, l'entretien de motivation et la revue de presse. Alors, l'entretien de motivation, ça se passe comment? L'entretien de motivation, c'est 20-25 minutes entre un candidat qui aura rempli un formulaire avec des questions d'ouverture très simples qui le concernent. Et puis en face de lui, un professeur, 2 professeurs, voire aussi un chef d'entreprise. L'idée pour nous, c'est simplement de mesurer quelle est sa motivation. On sait très bien que lorsque l'on a 17-18 ans, l'expérience est peu prégnante. Moi, je veux savoir ce qui nous intéresse, c'est à qui on a affaire, de manière à avoir la meilleure alchimie possible entre ce que nous pouvons proposer et le profil de nos candidats, de manière à ce que cette alchimie, au final, nous donne un bon diplômé. Alors, la motivation, c'est quoi finalement pour un étudiant qui souhaite intégrer votre école? C'est de connaître la pédagogie de l'école par cœur? C'est de savoir exactement ce qu'il veut faire après? Non. Dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'on ne peut pas connaître la pédagogie d'une école et on ne peut pas avoir à 17 à 18 ans, sauf rares exceptions, une idée très précise de ce que je veux faire. Mais au moins une vision, un intérêt dans l'actualité des points qui m'intéressent, être intéressé par le monde de l'entreprise, par quelques fonctions clés. Voilà, là ça commence à être intéressant pour nous, avec peut-être quelques réussites dans le monde associatif, quelques manifestations personnelles qui montrent que nous avons affaire à un candidat qui s'intéresse, qui vit et qui souhaite investir le monde. On a plusieurs questions sur les dates et les conditions, mais ça, on peut préciser que tout est en ligne, sur le soit site sur concours-pass ou du concours passe. Une question assez pratique. On s'habille comment pour aller au concours passe? J'ai vu la question. Alors écoutez, libre à vous, je ne sais plus qui a posé la question, mais libre à vous de venir en costume cravate. Non, il n'est pas utile de venir habillé par exemple comme je le suis aujourd'hui. Par contre, il est important de bien présenter, oui. On vous demande si vous organisez des sessions d'entraînement à ce concours. Oui, sur les 2 campus de Lille et de Nice, et gracieusement bien entendu, je pense que les dates et les dispositions se trouvent sur le site du concours. Et il faut être inscrit au concours pour bénéficier de ces sessions d'entraînement ou c'est une entrée finalement assez libre? C'est une entrée assez libre, mais enfin on considère tout de même que si vous faites la démarche de vouloir vous inscrire à une session de recrutement, c'est que vous souhaiterez aller au bout après. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la voie d'admission par dossier qui s'adresse à des étudiants dont vous parliez d'une moyenne globale minimum de 13 et donc au-dessus. Pour réussir au concours passe, il faut aussi être un bon étudiant, enfin un bon terminal, avoir un bon niveau. Il faut se situer dans les meilleurs. Il faut avoir un bon niveau, mais c'est aussi un concours. Donc il n'y a pas de barre. Certes, on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, on a un concours passe qui est noté sur 600. Donc il vous faut satisfaire, bien entendu, à minimum la moyenne. On va considérer qu'un très bon dossier, c'est un dossier qui a 400. Mais dès lors que vous passez la moyenne de ce concours, vous êtes considéré comme admis. Est-ce que vous privilégiez, vous demande-t-on, des séries du bac? On va penser traditionnellement à la série S, par exemple. Non, pas de privilège.
Si je regarde maintenant statistiquement nos candidats, ils viennent majoritairement de bac ES, avec en deuxième rang le bac S, puis le bac STG, mais nous avons également des littéraires. Hein. En fait, ces richesses de profils, on va les retrouver sur l'ensemble de nos promotions, quitte à ce que je n'étonnerai personne. Certains profils comme les S s'orientent ensuite davantage dans les disciplines quantitatives. Vous parlez de richesse de profil. Il faut quand même rappeler que vous avez aussi une voie d'admission sur titre ou une voie d'admission parallèle qui est ouverte effectivement à des étudiants. Et là, quel type de concours ou de mode d'admission et plutôt qu'effectivement quelle discipline? Concours sur dossier, limité, puisque nous avons également là la contrainte de notre ministère de tutelle, donc une entrée en troisième année pour celles et ceux qui sont titulaires d'un bac+2, BTS ou DUT reconnu par l'État. Alors, dans les BTS DUT ou d'autres diplômes, vous privilégiez des prérequis, plutôt un BTS MUC, NRC, des formations qui sont proches gestion de l'entreprise, oui, bien entendu. Oui. Et puis, peut-être, est-ce que vous privilégiez aussi, par exemple, des filières littéraires en université? Oui, mais on en aura très très peu. C'est-à-dire que fondamentalement, étant donné que vous avez eu 2 années de parcours à l'ESPEM qui étaient déjà fondamentaux en termes d'acquisition de compétences de gestion, on préfère quand même privilégier celles et ceux parmi les BTS ou DUT qui ont suivi un cursus à peu près identique. La richesse pour eux, dès lors, c'est de démarrer tout de suite chez nous un programme de spécialisation. Plusieurs questions sur la vie étudiante. On vous demande comment ça se passe, alors Paul, on vous demande comment ça se passe pour la vie étudiante. Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations? Est-ce qu'il y a des associations sportives? Est-ce qu'il y a un mélange là aussi, EDEC, ESPEM? Par exemple, tout le monde connaît la fameuse course croisière de l'EDEC. Elle est réservée par exemple aux étudiants de l'EDEC. Elle est réservée aux étudiants, oui et non. De l'école. Dans la mesure où vous pouvez avoir des membres qui proviennent de tous les programmes, en fait, vous avez 3 typologies. Vous avez des associations qui sont spécifiquement EDEC, d'autres spécifiquement ESPEM et d'autres qui sont hybrides. Tout va dépendre, effectivement. Quand on parle tout à l'heure de BDS, un bureau des sports, traditionnellement, c'est une équipe de jeunes gens qui proviennent de tous nos programmes et qui peuvent même se retrouver dans des équipes collectives pour jouer un match ensemble. Donc on a les 3 types d'activités associatives, mais tous ces étudiants étant bien entendu sur le même campus. C'est important les activités associatives dans le cadre du cursus et de la pédagogie de... Ne lui donnons pas une importance outre mesure. Moi, je dis que c'est important, effectivement, par rapport à la dimension personnelle d'un étudiant. Il peut se réaliser dans un cadre qui est organisé, celui de l'école. Il peut mettre en valeur, il peut faire valoir les enseignements et les compétences qu'il a pu acquérir. Ne considérons pas tout de même que l'association remplace le cadre académique d'un cursus. On n'a pas cité beaucoup de chiffres ce soir. Paul vous demande combien d'étudiants ça représente en tout, l'ESPEM? Actuellement ? Écoutez, très simple. Et l'année prochaine, parce qu'il pense peut-être intégrer l'année prochaine. Si aujourd'hui je vois le nombre d'étudiants qui se trouvent sur le campus de Lille, je crois que c'est à peu près 1200 et on est à peu près à 1000 sur l'ensemble des 4 ans, hein, sur le campus de Nice. Donc nous avons des promos qui sont de l'ordre de 600 en première année, répartis sur les 2 campus Lille et Nice. Et en termes de recrutement, finalement, c'est un recrutement qui est régional, c'est-à-dire que les étudiants qui sont à Lille sont de la région du Grand Nord? Non. Vous accueillez des étudiants de toute la France? Et de l'étranger. C'est-à-dire que l'on accueille beaucoup d'étudiants étrangers, alors qu'ils viennent des pays de l'Est pour certains, qu'ils viennent d'Afrique du Nord ou qu'ils viennent d'Afrique. Donc on a tout de même une part de plus en plus représentative d'étudiants étrangers, francophones, hein, bien entendu, et outre le recrutement ensuite d'étudiants étrangers en 3e année, comme on a pu le dire. Mais sinon, le bassin régional, alors il est vrai que si vous regardez le bassin régional, les étudiants qui sont aujourd'hui sur le campus de Lille viennent majoritairement du grand bassin Nord-Pas-de-Calais, un petit peu de Paris, idem pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Nice. Mais ce n'est plus une majorité. Alors, 2 questions qu'on ne vous a pas posées, mais que je vais vous poser. La première, quelles sont les possibilités de financement d'études qui peuvent exister? On a parlé tout à l'heure de l'alternance qui était possible. Est-ce qu'il y a des possibilités de financement type bourse? Et la deuxième question, qui est une question parfois importante, qui est la problématique du logement étudiant. Comment ça se passe aussi bien à Lille qu'à Nice? Est-ce qu'il y a des perspectives de logement étudiant qui sont peut-être plus compliquées à Nice potentiellement qu'à Lille ou inversement? Alors, je vais commencer par cette question-là. Nous avons un campus sur Lille avec une capacité d'hébergement,
avec donc des étudiants qui résident sur nos campus. Mais bien entendu, on ne peut pas héberger 2000, 2500 étudiants sur un campus. Donc dans tous les cas de figure, et ce que je vais vous dire là est beaucoup plus parlant pour Nice, nous avons certes une résidence étudiante, mais surtout nous avons une base de données qui est remise à tous nos étudiants admis et par laquelle ils vont trouver les adresses pour de la colocation, des adresses chez un propriétaire pour louer une chambre. Donc voilà les facilités pour le logement. Maintenant, les facilités pour le financement des études. Je crois que dans quelques jours partira pour celles et ceux de nos étudiants candidats que l'on a déclarés admis. Ils verront à quel point le groupe EDEC aujourd'hui fait un effort substantiel pour venir en aide à nos étudiants. 2 éléments, je ne vais pas donner les chiffres ici, puisqu'ils seront communiqués par notre directeur général, M. Olivier Auger, mais 2 éléments. D'abord, on envoie un signal très fort aux étudiants qui correspondent à nos critères sociaux, donc selon un barème de quotient familial, et eux, on va leur dire, on va vous aider beaucoup, de manière à faciliter votre choix de l'ESPEM. Et la deuxième catégorie d'aide, ce sont ce que l'on appelle les bourses d'excellence. On veut aider particulièrement également ceux qui auront performé au niveau de leur dossier et au niveau du concours PASS. Donc on envoie, si vous voulez, 2 signaux. Le premier, le critère social ne doit pas être un frein à votre entrée à l'ESPEM. Et le deuxième, on veut privilégier également l'accès à notre programme des très bons étudiants. C'est clair. On revient sur les campus. Maria vous demande, avez-vous d'autres campus en France? Et Django rajoute, et dans le monde? Alors en France, non. Nous avons certes un campus sur Paris, donc précisons la question. Nous avons un campus sur Paris, donc des bureaux sur Paris, oui, qui sont réservés pour beaucoup sur un plan pédagogique à la filière apprentissage du programme ESPEM. On y trouve également la direction entreprise, bon, et quelques centres de recherche. Ensuite, sur l'ensemble de la planète, on a quand même 5 campus au total. Donc nous avons un autre campus sur Londres et un autre à Singapour. Alors, ce live arrive presque à sa fin et on a plusieurs questions qui nous ont été posées au cours du live, finalement, pour revenir finalement sur votre cursus en 4 ans, et que je pourrais résumer finalement. Quand on a fait l'ESPEM, qu'est-ce qu'on fait après? La finalité, c'est d'intégrer directement le marché du travail, ou c'est de poursuivre ses études? Non, moi, faire un programme comme l'ESPEM en 4 ans, c'est finalement vous donner 2 scénarios possibles, alors que sinon, vous n'en auriez qu'un. Je suis un étudiant, je veux travailler tout de suite après mes 4 ans. Pourquoi? Parce que j'ai suivi un horizon professionnel avec un stage où l'on me fait une offre d'emploi. Première possibilité. J'ai fini mon cursus à l'ESPEM, je veux partir à l'étranger avec une employabilité dans certains secteurs. Voilà une première motivation. Effectivement, pouvoir rentrer sur le marché du travail. La deuxième motivation, vous sortez diplômé d'un programme d'une grande école, reconnu, visé par l'État, avec 2 accréditations internationales. Vous pouvez donc plus facilement poursuivre vos études à l'EDEC si vous avez un très bon dossier ou ailleurs. Nous n'avons tout de même pas la prétention d'offrir toutes les spécialisations possibles au niveau Bac+5. Mais à partir du moment où vous êtes diplômé de l'ESPEM, votre poursuite d'études s'en trouve facilitée. Donc finalement, la notion du 4+1, pour nous, elle trouve du sens. Alors, si j'ai été formé pendant 4 ans à l'ESPEM, est-ce que j'ai plus de facilité pour poursuivre à l'EDEC? À partir du moment où vous avez un très bon dossier, la réponse est oui. Moi, actuellement, si je prends simplement les chiffres de l'année dernière, nous avions 62 diplômés ESPEM qui ont poursuivi dans les Master of Science de l'EDEC. Cela peut être plus, cela peut être moins. Il n'y a pas de règle de quota. Simplement, à un instant donné, vous pouvez avoir aussi des étudiants qui font le choix d'autres institutions, en France ou à l'étranger. Cette année, nous allons probablement en placer entre 80 et 100. Alors, dernière question, vous savez, il y a une forte demande d'expatriation liée à bien des phénomènes. Est-ce que ça touche aussi les diplômés de l'ESPEM? Est-ce que vous considérez qu'il y a une forte expatriation, il y a un véritable attrait pour les carrières internationales? Oui, lorsque vous regardez les chiffres qui effectivement ont été étalés dans la presse, je pense que ni l'EDEC ni l'ESPEM n'échappent à cette vérité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a à peu près 30% de nos diplômés qui travaillent à l'étranger, et de plus en plus d'ailleurs comme premier emploi. Ça, c'est un phénomène qui est particulièrement nouveau depuis quelques années. Bernard Curzi, merci d'avoir répondu aux questions des internautes et des rédactions. Bonsoir et rendez-vous pour de prochains lives Studyrama TV.